Merci Marco. Alors, merci également à Michel pour cette introduction, pour cette ouverture du colloque. Et puis merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Et merci d'être aussi nombreux, puisque nous avons à peu près 230 inscrits. Alors même si je pense qu'il manque un petit peu de personnes dans la salle pour l'instant, mais visiblement il y a des problèmes de transport, donc je pense que les gens vont arriver au compte-gouttes. Mais en fait, on a dû être obligé de clôturer les inscriptions bien avant l'heure, parce qu'on dépassait nos capacités d'accueil. Pas forcément dans la salle, mais c'est ce midi en fait au buffet où peut-être qu'il va falloir jouer un peu des coudes. Et on a vraiment tenu à mettre en place un buffet parce que c'est un lieu convivial, c'est un lieu où nous pouvons poursuivre les discussions qui seront engagées dans la matinée. Alors, si vous êtes aussi nombreux à être présents aujourd'hui, il faut bien l'avouer, la sécurité, c'est un sujet qui intéresse, qui intrigue, qui questionne, qui aussi inquiète. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est la sécurité informatique, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais quand même passer à mes slides. Voilà, alors la sécurité informatique, qu'est-ce que c'est? Alors, si on prend une définition assez courante, qu'on va retrouver dans de nombreux documents, la sécurité informatique, c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires pour garantir la sécurité des informations d'un organisme et des systèmes qui en assurent le traitement, la transmission et le stockage. Donc, la sécurité informatique, c'est un domaine qui est interdisciplinaire et qui est à la croisée à la fois de l'informatique, des mathématiques, du traitement du signal, de l'électronique, mais aussi du droit, des sciences économiques, des sciences humaines et sociales, etc. Alors pour ce colloque, nous avons choisi de prendre une approche principalement technique, c'est-à-dire que nous avons décidé de calquer, de construire ce colloque sur la structure du GDR en sécurité qui a été évoquée par Michel. Alors tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'un GDR, c'est un outil qui est mis à disposition par le CNRS, mais c'est un outil qui est ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées par la recherche, qu'elles appartiennent ou non au CNRS. Et j'ai même envie de dire que ces personnes soient issues du milieu académique, du milieu industriel, ou même des organismes institutionnels. Donc le point commun, c'est l'intérêt pour la recherche. Alors dans le cadre de ce GDR en sécurité informatique, nous avons structuré la recherche en sécurité. Alors on peut imaginer différents types de structuration. Nous on a décidé de la structurer sous forme de groupes de travail, 6 groupes de travail. Alors, il n'y a pas une relation d'ordre sur les groupes de travail, mais il fallait bien en choisir un. Donc, tout d'abord, un groupe de travail sur le codage et la cryptographie. Donc, en 2 mots, très brièvement, l'objectif, c'est d'assurer confidentialité, intégrité, authentification. Ce sont toujours les maîtres mots que l'on emploie pour cette discipline. Mais ensuite, une fois qu'on a conçu ces outils cryptographiques, il faut les utiliser dans la vraie vie, il faut les implémenter. Donc, on a un groupe de travail sur la sécurité des systèmes logiciels. Alors, qu'est-ce que l'on va traiter dans les systèmes logiciels? C'est par exemple tout ce qui est l'exploitation de failles, les virus. On parle beaucoup de ransomware en ce moment, où on se retrouve avec son disque qui est chiffré. C'est les mots de passe, etc., etc. C'est aussi la sécurité des systèmes d'exploitation. Et puis, on a aussi de nombreuses implémentations aujourd'hui matérielles sur les cartes à puce. On a la protection des données personnelles. Donc, par protection des données personnelles, on dit généralement privacy. Donc, la privacy, ce n'est pas assurer la confidentialité personnelle, des données personnelles, c'est offrir à chacun la capacité de choisir comment est-ce qu'il va diffuser ses données personnelles. Donc, il peut décider de les garder confidentielles, mais il peut décider d'en divulguer certaines. Alors, nous avons aussi un groupe de travail, évidemment, sur les réseaux et les infrastructures. Et puis, nous avons un groupe de travail sur la sécurité et les données multimédia, donc typiquement, mais pas seulement, l'image, la biométrie, etc., etc. Donc l'objectif de ce colloque, c'est de couvrir les différentes thématiques de la sécurité, donc les thématiques que je viens d'évoquer. Alors on ne prétend pas du tout être exhaustif, mais ce qu'on a essayé aujourd'hui et demain dans ce colloque, et je pense qu'on y est arrivé, c'est de couvrir un large spectre de la sécurité. Mais alors, une question, c'est pourquoi avoir intitulé cette journée, enfin ces 2 journées, mythe et réalité. Eh bien, en fait, en préparant le programme de ce colloque avec Marc-Olivier Kilijian, je me suis amusé à taper dans un moteur de recherche sécurité attaque. Alors, vous imaginez qu'il y a de nombreuses pages. Alors, je me suis focalisé sur les pages liées à l'actualité et j'ai mis une fourchette d'1 semaine.
Et là, le résultat est simplement impressionnant. Vous avez des centaines de pages qui défilent. Alors juste quelques exemples. Les opérateurs télécoms visés par les cybercriminels, la banque centrale russe victime d'un casse, une attaque informatique à Deutsche Telekom, etc. etc. Donc je pourrais de cette manière vous en mettre des centaines et des centaines. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement on parle autant de la sécurité dans l'actualité? Eh bien pour moi, c'est clairement l'émergence des nouvelles technologies. En fait, c'est la dominance, on peut même dire l'ubiquité de l'informatique dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre de nos faits, le plus petit de nos gestes, est susceptible d'être attaqué, en tout cas est menacé par une attaque. Alors dans tous ces articles, il y a évidemment un peu ou beaucoup, ou parfois du c'est pas facile à dire, mais du sensationnalisme. C'est-à-dire que parfois, attention Marco, donc c'est-à-dire que parfois les informations ne vont pas être totalement justes. Mais comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'il y a toujours un fond de vérité dans ces articles. Donc, la difficulté, c'est bien de faire la différence entre qu'est-ce qui est du sensationnalisme, j'ai mieux réussi cette fois, et qu'est-ce qui est la vérité. Alors l'idée de Michel Bidois, donc le directeur de l'INS2I, et Jean Mérès, le directeur adjoint de l'INS2I, ça a été d'organiser ce colloque à l'attention de la société au sens large, en faisant intervenir les personnes les plus à même de nous dire qu'est-ce qui est possible aujourd'hui et qu'est-ce qui sera possible demain, c'est-à-dire les chercheurs. Alors, plutôt que de demander aux chercheurs de faire un exposé scientifique comme ils pourraient le faire, on l'a dit, dans un cercle très fermé d'experts du domaine, avec Marc-Olivier Kilijan, lorsque l'on a construit ce programme, on a décidé de bousculer un peu les chercheurs. Je dis bien un peu, on n'a pas non plus fait une révolution, mais ce que l'on a souhaité, c'est leur poser des questions. Donc on ne leur demande pas de présenter leur domaine, de présenter leur sujet, on leur demande de répondre à une question qui évidemment est dans leur domaine, mais qui est parfois un peu en marge de leur domaine. Alors des questions simples, des questions parfois naïves, volontairement naïves, mais des questions qui nous semblent refléter les préoccupations du moment. Alors certaines de ces questions sont en lien direct avec la recherche, d'autres le sont moins, mais elles nous ont semblé pertinentes dans le cadre de cet événement. Alors, Michel l'a évoqué, en fait, c'est un vrai défi pour les chercheurs de se prêter à ce jeu, c'est-à-dire d'une part de vulgariser leur sujet de recherche, de le faire en français d'ailleurs, puisqu'il y a la difficulté d'avoir les mots techniques en français, alors qu'on est habitué à présenter en anglais. Donc il y a cette difficulté de vulgariser, mais il y a aussi cette difficulté de présenter leurs travaux à un auditoire qui est très diversifié. Donc à l'avance, lorsqu'ils préparent leur exposé, ils ne savent pas précisément à qui ils vont s'adresser. Donc c'est un exercice extrêmement difficile, et Michel l'a déjà fait, mais j'aimerais vraiment remercier très chaleureusement et très sincèrement tous les chercheurs qui ont accepté, donc les 16 chercheurs qui ont accepté de participer à ces 2 journées de présentation. Et pour certains, c'était même très difficile de trouver un petit trou dans leur agenda. Donc juste pour vous donner une anecdote, on a un orateur demain qui rentre du Vietnam, il arrive à l'aéroport à 7 h, il saute dans le premier RER, il vient donner son exposé ici, et ensuite il repart pour une soutenance de thèse. Donc on croise juste les doigts pour qu'il soit là demain, d'accord ? Mais en fait, tout le monde a accepté de jouer, si je peux m'exprimer ainsi, de jouer à ce jeu, de vulgariser sa discipline, et tous les chercheurs ont été très enthousiastes en fait. Et c'est ça qui nous a fait extrêmement plaisir, c'est-à-dire que lorsqu'on les a invités, tous ont répondu positivement. Comme j'ai dit, tous étaient très enthousiastes, même si pour certains l'exercice paraissait un petit peu déstabilisant. Et je pense que la volonté de présenter ces travaux à une audience plus large que seulement les experts de son domaine, c'est une caractéristique fondamentale de tous les grands chercheurs. Alors j'aimerais également souligner l'originalité de cet événement, puisqu'en général, lorsqu'on réunit des grands chercheurs, c'est dans un colloque précis sur un sujet précis. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on arrive à couvrir un spectre très large de la sécurité et à faire venir les plus grands chercheurs du domaine sur ce spectre qui est extrêmement large. Donc je l'ai cité, cryptographie, système logiciel, etc., etc. Je ne vais pas tout repasser en revue. Alors, durant ces 2 jours, donc nous avons 16 questions qui ont été posées à 16 chercheurs, des questions que se pose la société, nous semble-t-il,
Et alors, quel va être le programme? Donc, je vais vous présenter brièvement le programme de ces 2 jours. Donc, nous avons ce matin, juste après mon exposé, nous aurons le plaisir d'accueillir David Nakache. Voilà, David qui est dans le fond de la salle. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir d'accueillir David du laboratoire du département d'informatique de l'ENS. Et David va nous parler d'expertise judiciaire. Donc, de la puce au cloud, comment fonctionne l'expertise judiciaire. Donc, après cet exposé de David, nous aurons une pause, ce qui nous permettra de discuter ensemble. Et donc, on est dans la session, ce matin, nous serons dans la session, c'est sécurité des systèmes logiciels et matériels. Et donc, après l'exposé de David, nous aurons un exposé par Jean-Yves Marion, qui est ici à ma gauche dans la salle, à peu près au milieu. Donc Jean-Yves, qui est du Lauréat à Nancy, qui viendra nous parler des virus, et en particulier, est-ce que l'on arrivera un jour à éradiquer les virus informatiques? Donc je vous l'ai dit, certaines questions sont volontairement un peu naïves, mais l'objectif est de faire réagir l'orateur. Après l'exposé de Jean-Yves Marion, nous aurons un exposé de Stéphanie Delaune, juste ici, de l'IRISA à Rennes, et Stéphanie va nous expliquer pourquoi chiffrer les informations ne suffit pas. Alors derrière ce titre un petit peu énigmatique, Stéphanie va nous expliquer comment est-ce que l'on peut combiner des primitives de sécurité, des primitives cryptographiques, pour arriver à un système qui est sûr. Donc après la pause déjeuner, où comme je vous l'ai dit, on risque de devoir jouer un peu des coudes, mais c'est aussi le plaisir d'être tous ensemble, nous aurons une session cet après-midi extrêmement riche, et c'est vraiment un plaisir et un honneur d'accueillir cet après-midi à 14h Jean-Pierre Hubaut, donc Jean-Pierre Hubaut de l'EPFL, qui viendra nous parler de la génomique et la vie privée. Donc dans cette session réservée à la vie privée, après l'exposé de Jean-Pierre Hubaut, nous aurons le plaisir d'avoir Christophe Rosenberger, du grec à Caen, qui nous parlera des mots de passe. En fait, quel est le futur des mots de passe? Est-ce qu'on utilisera encore des mots de passe dans 20 ans? Et donc son exposé démarrera sur les mots de passe et de manière naturelle s'étendra sur quels sont les alternatives aux mots de passe. Et en particulier, Christophe Rosenberger est un spécialiste de la biométrie, donc il nous parlera également de la biométrie dans cet exposé. Alors ensuite, nous sortirons justement des aspects plus techniques, puisque nous aurons le plaisir d'avoir Alain Rallet du laboratoire RITM de l'Université Paris-Sud. Et là, nous parlerons en fait de l'économie des données personnelles. Que vaut notre nom, que vaut notre date de naissance, en fait, etc. Lorsque vous donnez vos données parce que vous faites un achat dans un magasin, en fait, qu'est-ce que ça peut rapporter? J'ai presque envie de dire, quelle déduction est-ce que vous pouvez demander sur le prix de l'article si vous donnez votre numéro de téléphone? Donc Alain Rallet nous parlera de l'économie des données personnelles et nous aurons ensuite une table ronde où tous les intervenants de l'après-midi pourront débattre sur les données privées, les données personnelles ont-elles un avenir? Et enfin, c'est avec un immense plaisir que nous terminerons cette journée avec Bart Prenel, donc Bart Prenel de la KU Leuven, qui viendra nous parler de l'affaire Snowden. Plus précisément, donc vous connaissez très certainement les révélations qui ont été faites par Edward Snowden. Et la question, c'est est-ce que nous avons changé nos habitudes? Est-ce que nous avons changé nos habitudes en termes de sécurité, en termes de cryptographie, etc. En fait. Et j'aimerais, à titre personnel, vraiment remercier Bart Prenel parce qu'il a accepté de donner son exposé en français. Et je sais que c'est extrêmement rare qu'il donne un exposé en français. Et on connaît la difficulté pour un scientifique de donner un exposé qui n'est pas dans sa langue, car la difficulté, c'est de trouver les mots techniques. Et donc, j'aimerais le remercier vraiment très chaleureusement. Alors demain, nous démarrerons à 9h avec une allocution d'Alain Fuchs, le président du CNRS. Puis nous enchaînerons avec une session sur le vol de données. Donc nous accueillerons dans cette session le colonel Éric Fraissinet du ministère de l'Intérieur et qui est également chercheur. Donc Éric Fraissinet nous parlera de l'usurpation d'identité. Ensuite, nous aurons un exposé de Patrick Bas, du laboratoire Cristal à Lille. Et Patrick nous expliquera comment est-ce que l'on peut protéger des images, des films, quelle est la particularité finalement de ces données. Alors juste pour vous mettre peut-être un peu l'eau à la bouche, pour vous faire revenir demain matin assez tôt, si par exemple vous prenez un téléphone portable et que dans un cinéma, vous filmez une séquence, et qu'ensuite vous mettez cette séquence sur YouTube par exemple,
eh bien, à partir de la séquence qui est sur YouTube, on est capable de dire dans quelle salle de cinéma vous avez filmé la séquence. Donc c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Et donc Patrick nous expliquera ça demain matin. Donc demain matin, nous enchaînerons avec une session qui est particulièrement intéressante, qui est plus orientée vers les mathématiques. Nous démarrons donc une session liée à la cryptographie. Nous démarrons avec Damien Stellé du LIP à Lyon, du LIP à Lyon, qui nous parlera du chiffrement homomorphe. Donc vous avez certainement, un certain nombre d'entre vous, vous avez dû entendre parler du chiffrement homomorphe. La question c'est, est-ce une révolution? Est-ce qu'il faut se lancer, en tout cas pour les industriels, est-ce qu'il faut se lancer sur cette thématique? Est-ce qu'il y a un avenir, etc. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir David Poincheval, et c'est effectivement la personne où on espère que l'avion n'aura pas du retard. Donc David du département d'informatique de l'ENS, qui nous parlera de la sécurité dans le cloud. Nous ferons ensuite une pause déjeuner et nous accueillerons Antoine Joux du Lipsis à Paris, qui viendra nous parler de la cryptographie post-quantique. Sommes-nous prêts pour l'ère post-quantique? Donc en fait, il y a ce qu'on appelle la cryptographie quantique, il y a ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Ce sont en fait deux concepts très différents. Et je pense qu'Antoine nous expliquera la distinction entre les deux. Et il nous expliquera si demain on a un ordinateur quantique efficace, est-ce que notre sécurité d'aujourd'hui résiste? Et puis nous terminerons la session cryptographie avec Maria Naya Plasencia, qui est chercheuse au centre de recherche INRIA de Paris. Et Maria est une spécialiste du cassage de primitives cryptographiques, en particulier de primitives symétriques. Et donc elle viendra nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est encore intéressant de casser des primitives cryptographiques. Alors de nouveau, c'est une question un petit peu volontairement naïve, parce qu'on se doute tous un petit peu de la réponse, mais je pense que ça sera intéressant d'écouter la réponse vraiment d'une chercheuse du domaine. Et puis, pour terminer ce colloque, demain après-midi, donc nous aurons une session sur les preuves de sécurité. Donc nous aurons Steve Kremer du Lauréat Nancy qui viendra nous parler du vote. En particulier, pouvons-nous organiser un vote de grande ampleur sur Internet? Et nous aurons un extrême plaisir pour clôturer ces 2 jours d'avoir Hubert Comon, qui est dans la salle, qui est juste ici, qui nous parlera des preuves de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'avoir une idée intuitive de la sécurité d'un système. Ce que l'on veut, c'est une preuve. Alors, qu'est-ce que l'on est capable de prouver aujourd'hui? C'est le sujet qui sera abordé par Hubert Comon demain après-midi. Voilà, j'ai fait le tour du programme. Je pense qu'il est temps maintenant pour moi de redonner la parole à Marc-Olivier Kilidian, donc qui va être le fil rouge, qui va être le chef d'orchestre pour toute la journée, donc jusqu'à la dernière session. Voilà, merci.